Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver sur Monaco Info en ce premier jour du mois de décembre. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. La magie de Noël s'est emparée de la principauté. Hier soir, la famille princière a officiellement donné le coup d'envoi des illuminations en principauté sur la place du Palais dans un premier temps et puis sur la place du Casino. Dans la foulée, le tant attendu New Moods a été inauguré par le couple princier. Dans un reportage, vous découvrirez l'ambiance de cette nouvelle adresse festive située au cœur de Monte-Carlo. Et puis nous recevrons Christophe Glasser, directeur de Fight Aids Monaco, en cette journée mondiale de lutte contre le sida. C'est parti, la saison des fêtes est lancée. Monaco s'est paré hier soir de ses habits de lumière. La famille princière a donné le coup d'envoi des illuminations devant le palais, aux côtés du maire et des élus. Les enfants princiers s'en sont donnés à cœur joie lorsqu'il a fallu appuyer sur le buzzer et ainsi activer les installations lumineuses de toute la ville après le fameux décompte. Retour en images avec Marie Bonnet-Blanc et Jean-Alexandre Dordet. 3, 2, 1, 0. Cette année, le lancement des illuminations de Noël s'est fait depuis la place du Palais avec son lot de nouveautés. La totalité des décorations ont été renouvelées, le tout dans le cadre d'une démarche éco-responsable. On a plus de 410 motifs au niveau des candélabres, 87 au niveau des motifs transversaux. La vitribule, dans ça, c'est également une nouveauté. C'est un lieu qui symbolise également l'attachement de la population monégasque en souverain. Donc c'est vraiment une première, moi je suis très heureux. Heureux tout comme les visiteurs venus nombreux afin de vivre ce moment féerique en famille. Oui, magnifique, c'était un moment sympathique, super, on est content d'être là. Je pense que c'est bien parce que le prince il est venu, parce que c'est un gros moment, c'est quelqu'un d'important, que ça élimine toute la ville et c'est bien, c'est beau et c'est Monaco. C'était joli, j'ai beaucoup aimé l'orchestre aussi, il y avait de belles musiques donc c'était sympa. Voilà, c'est la première fois qu'on vient à Monaco pour une inhumation de Noël donc c'était très chouette. Maintenant que la principauté scintille de mille feux, rendez-vous vendredi prochain pour l'ouverture du marché de Noël sur le thème pain d'épices et gourmandise. Même scène, quelques instants plus tard, la place du Casino s'est mise à scintiller de mille feux et en particulier son superbe sapin de 18 mètres de haut et ses boules à neige géantes. Pour le lancement de ces illuminations, la Monte-Carlo Société des Bains de Mer a également pu compter sur la présence du couple princier et de ses enfants, là encore émerveillés, et du ministre d'État Didier Guillaume. Ce décor enchanteur sera à la portée de tous jusqu'au 5 janvier et ne manquez pas, à la tombée de la nuit, le show son et lumière projeté sur la façade du Casino à partir de vendredi prochain. C'est d'ailleurs sur cette même place du Casino que se trouve le nouveau symbole de la vie nocturne en principauté. L'emblématique Moods de la SBM a été inauguré hier soir sous sa nouvelle appellation New Moods. Comment cette salle de spectacle et de concert bien connue des Monégasques et des fidèles de Monaco s'est-elle réinventée? Réponse dans ce reportage de Christinda Petit-Homel et Thomas Deus. Merci à vous toutes et tous d'être là pour lancer le New Moods. Ouvert d'octobre à mars, tous les jeudis, vendredis et samedis soirs, le Moods s'est vu renaître de ses cendres, aujourd'hui renommé le New Moods. Cet établissement mythique de la SBM présente certes un tout nouvel écrin, mais son ADN a été conservé, un souhait fort du public puisqu'il proposera une programmation très éclectique, composée principalement de tribute bands. Le concept, c'est une salle de spectacle. On va venir au Moods pour des spectacles. Et la démarche du public, ça va être par rapport à un agenda, un calendrier d'artistes. Et ils vont pouvoir programmer leur venue chez nous. Et c'est une salle de spectacle dans laquelle on va pouvoir se restaurer et également avoir un bar qui est servi. Par contre, tout est servi. On a fait un service élégant au plateau pour tous les clients. Des tribute bands qui reprendront donc des musiques de groupes mondialement connus. Je dirais que la base, les piliers sont autour de ces groupes-là. On va commencer d'ailleurs avec les Beatbox, qui est un tribute aux Beatles, qui aura à chaque fois vraiment une vraie soirée thématique aussi.
est lié ou linké à un groupe connu. Il y a U2, il y a Springsteen, j'en passe et des meilleurs. Et de temps en temps, il y aura aussi des groupes dits signatures. Pourquoi? Parce que ça permet de aussi développer la partie blues rock que dicte cet endroit. On va être vraiment sur du rock et du blues pour étoffer notre offre au sein du resort. En préambule, chaque soir, un DJ mixera sur des vinyles de la musique old school et un jeudi par mois, le New Moods proposera une soirée stand-up pour une touche d'humour. Sans transition, ce 1er décembre est marqué par la journée mondiale de lutte contre le sida, l'occasion de rappeler les grands défis liés à la maladie en principauté. Et pour cela, le président de Fightheads Monaco a accepté d'être notre invité. Bonsoir Christophe Glasser. Bonsoir. Avant toute chose, pouvez-vous nous rappeler la différence entre le VIH et le sida? Car il est possible d'être séropositif, soit infecté par le VIH sans pour autant développer le sida. Oui, effectivement, une personne qui est VIH, on peut dire que, pour simplifier, que le virus n'est pas actif. En revanche, par contre, sur le sida, là, on a vraiment le virus qui est actif et donc on va être beaucoup plus vulnérable. De nombreuses personnes séropositives ne sont pas traitées et développent le sida. C'est ce qu'il ressort d'un article publié par Santé publique France, pas plus tard que mardi. Comment l'explique-t-on? On l'explique par souvent le manque de dépistage. Les personnes qui prennent des risques et qui ne prennent pas soin de leur santé. Et c'est pour ça que notamment les événements comme le Test in the City qu'organise Fightheads Monaco sont des moments qui permettent de sensibiliser et notamment sur l'intérêt de se dépister. Le sida est encore diagnostiqué chez plusieurs centaines de personnes par an dans l'Hexagone. A-t-on des chiffres pour Monaco ? Non, pas particulièrement pour Monaco, mais en tout cas on sait qu'au niveau national en France, c'est encore 5000 nouveaux cas chaque année. C'est trop. Et alors que c'est possible en fait de faire vraiment diminuer et d'éteindre complètement le virus. Et ça c'est possible uniquement quand les personnes sont traitées. Et pour être traité, il faut connaître sa sérologie. On ne peut pas guérir du VIH, mais le traitement permet aujourd'hui une vie quasi normale pour les personnes séropositives, vous le confirmez? En effet, on ne peut pas aujourd'hui guérir du VIH, mis à part quelques cas très spécifiques sur des greffes de moelle osseuse, mais c'est à la marge. Par contre, aujourd'hui, on peut vivre avec la même expérience de vie que n'importe qui avec le VIH, du moment qu'on est sous traitement, qu'on fait attention à la santé et que régulièrement on voit son médecin. Et le traitement permet également d'empêcher la transmission à un ou une partenaire. Ça, c'est un des éléments les plus importants, j'ai envie de vous dire. C'est effectivement qu'une personne qui est sous traitement, qui est stabilisée, elle est donc indétectable et elle ne transmet plus. Donc elle peut avoir les rapports sexuels sans forcément se protéger. Et tout l'intérêt, c'est qu'elle ne transmet pas le virus. Et ça fait partie des avancées les plus notables ces dernières années? Oui, je crois que les deux avancées, c'est le traitement. Des traitements qui aujourd'hui sont en monoprise, journalière. On est sur des traitements beaucoup plus légers qu'avant, mais néanmoins, il ne faut pas normaliser. Ça reste quand même un virus, on reste quand même affaibli sur certaines infections. Et tout l'intérêt, justement, de connaître sa sérologie et de se faire dépister régulièrement. Est-ce que l'espoir d'éradiquer le VIH d'ici à 2030 est un objectif atteignable selon vous? En tout cas, on y croit et on y croit pour un monde sans sida. Et comment on continue la lutte aujourd'hui? Quelles sont les actions de Fightheads 2 décennies après sa création? Fightheads Monaco, c'est avant tout 3 gros projets qui sont portés par SAS La Princesse Tafiani, qui est donc présidente de l'association. Ces 3 projets, c'est l'accompagnement des personnes qui vivent avec le VIH sur Monaco. Ensuite à Carpentras, avec un établissement qui reçoit des séjours d'une dizaine de jours et qui permettent aux personnes de se reconstruire, de travailler l'estime de soi. Et enfin, c'est une action à l'international avec 4 pays d'intervention. Et là, on va véritablement faire du soutien aux associations locales.
Et tout autour de ça, c'est la sensibilisation avec le Test in the City et puis toujours le partenariat avec l'Éducation nationale sur la prévention des jeunes. Quels sont les projets pour l'association en 2025 ? Fightheads 2025, c'est toujours la stabilité de nos activités, la recherche de donateurs supplémentaires parce que l'association elle vit grâce à la générosité. Et puis après, travailler les partenariats avec de belles associations aussi. Je pense notamment à Écoute Cancer Réconfort, avec qui dernièrement on a organisé un défilé qui a permis cette connexion entre les affiliés de Fightheads Monaco et les bénéficiaires d'Écoute Cancer Réconfort dans un moment qui a été fabuleux et notamment sur le travail de l'estime de soi. Et vous l'avez dit, Fightheads fonctionne grâce à la solidarité. Comment on peut vous aider ? Pour aider Fightheads Monaco, il y a plein de façons différentes. On a tous les intervenants qui offrent que ce soit des moments de bien-être, des moments de créativité, des moments ludiques aux affiliés de l'association. On a quelques bénévoles, mais c'est vrai que ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de soutien aussi financier. Et pour ça, soit en se connectant sur le site de Fightheads Monaco, ou en passant à l'association, ou en téléphonant directement à notre accueil. Merci beaucoup Christophe Glasser. Vous remercier pour cette interview. Nous vous présentions le New Moods il y a quelques instants. Nous vous emmenons à présent dans un autre établissement phare de la SBM. Guy Antonielli, le directeur du tourisme et des congrès, a choisi l'Amazonico pour recevoir les agents de voyage présents sur la Côte d'Azur, notamment pour le salon ILTM, Salon international du tourisme de luxe, qui ouvrira demain à Cannes. Interrogé par Christinda Petit-Omel, il nous livre les enjeux de cette rencontre. Ce soir, les hôtels de la Principauté, avec la direction du tourisme et des congrès, ont fait le choix de rassembler les agents de voyage pour une grande soirée Monaco. Pourquoi ce soir ? En fait, à partir de lundi soir se tient à Cannes ILTM, International Luxury Travel Market, qui est le plus grand rassemblement d'agents de voyage et de destinations luxe au monde. L'idée est de faire venir ces agents quelques jours avant en Principauté pour qu'ils visitent Monaco, qu'ils continuent à apprendre Monaco et que surtout, ils découvrent tout ce que Monaco a de nouveau à offrir. Quelques mots de sport à présent et on commence par le Challenge Prince Albert II. L'événement du week-end a rassemblé sous un soleil radieux les meilleurs rameurs spécialistes de l'aviron de mer dans les eaux monégasques. Le souverain est venu les encourager et a assisté à la remise des prix. En patinage artistique, David Lewton-Brent s'est classé deuxième à la Santa Claus Cup 2024 hier. Malgré quelques petites erreurs sur le programme libre, l'athlète qui performe sous les couleurs monégasques a triomphé en programme court à Budapest, ce qui est encourageant à moins de 2 mois des championnats d'Europe. Faire de Monaco une ville verte et fleurie, c'est l'objectif que s'est fixé Patrick Blanc, biologiste et chercheur au CNRS à l'origine de l'exposition Flowers for Art qui avait lieu ce week-end à l'hôtel Métropole. Gaëtan Lebrun a tendu le micro à cet organisateur passionné, je vous propose de l'écouter. Cette approche de cette biologie des basses énergies m'a emmené vers la création des murs végétaux, donc que je fais depuis une quarantaine d'années et que j'ai la chance de faire un peu partout dans le monde. Et c'est vrai qu'une ville verticale comme ça, aussi bien sur l'extérieur que dans tous les recoins étroits, il suffit de choisir les bonnes plantes. Quand vous avez un recoin étroit sans lumière, ce sont des fougères, des mousses qui vont pousser. Quand vous êtes en pleine lumière, ce sont des arbustes à fleurs vives, etc. Donc, c'est l'avantage d'être botaniste, si vous voulez, c'est que vous comprenez tout de suite quelles seront les plantes qui seront les meilleures pour tel endroit. Donc voilà, donc Flowers for Art, là par Elga Piaget, c'est finalement un peu l'occasion de montrer ce que sont les plantes et comment elles peuvent s'adapter à la ville. Ils sont montés sur scène pour la bonne cause. Des amateurs et passionnés de chant ont créé une comédie musicale de toutes pièces qu'ils ont présentée au public du Théâtre des Variétés hier soir. Leur but, récolter des fonds pour soutenir les patients atteints du cancer. Cette belle initiative nous est racontée par Gaëtan Lebrun sur des images de Marie-Ève B. On a touché le ciel. L'association Rire, Danse et Voix a présenté hier la suite de son spectacle The Musical 2, une nouvelle réussite pour la troupe et son metteur en scène Gilles Ivaldi.
5 ans après la sortie du premier volet, les comédiens ont une nouvelle fois fait salle comble au Théâtre des Variétés avec un nouveau spectacle inspiré des comédies musicales de Broadway. C'est une pièce qui parle, comment dire, de rêve, de réaliser ses rêves, qui parle d'amour, qui parle de rédemption, mais sur un ton très très léger. J'espère qu'on rira beaucoup, et avec des personnages qui sont hauts en couleur, et beaucoup de chansons, beaucoup de danse, voilà, et des scènes jouées. On a vraiment voulu créer un esprit comédie musicale. Ce soir ma vie va recommencer. Il faut que ça bouge, il faut que ça chante, il faut que ça transpire encore. Une soirée de divertissement dans un but caritatif, les comédiens voulaient faire de ce spectacle une bonne action et ont décidé de reverser la totalité des fonds à l'association Écoute Cancer et Confort afin de soutenir leur futur projet. Cette fois-ci, on fait un spectacle caritatif, donc on double le plaisir de se faire plaisir tout d'abord et aussi d'aider les autres en même temps, donc c'est pour la bonne cause. Après, le partage sur scène avec mes collègues, avec mes amis, c'est génial, quoi. L'adrénaline, c'est formidable. C'est une très très belle expérience artistique et surtout humaine. Elle est danoise et résidente à Roquebrune, créatrice de bijoux mais cuisinière dans l'âme. Nalika Danushi Jensen a remporté le concours Maestro Chef. La finale de ce temps fort du salon Monte Carlo Gastronomie a eu lieu ce dimanche. Pendant 3 jours, 8 cuisiniers amateurs se sont affrontés sous l'œil d'un jury composé de chefs monégasques. La gagnante de cette 6e édition est repartie avec un chèque de 2000 €. Bravo à elle. Jean-Christophe Maillot a rencontré ses lecteurs hier. À la tête des ballets de Monte Carlo depuis plus de 30 ans, le chorégraphe s'est livré à une séance de dédicace à l'atelier des ballets. Ce rendez-vous fait suite à la publication de son autobiographie La danse en festin aux éditions Gallimard, un ouvrage de plus de 300 pages dans lequel tous les profils de cet artiste inclassable sont donnés à voir. Passons à un autre art, le cinéma, avec une nouvelle projection proposée au Théâtre des Variétés mardi prochain dans le cadre du cycle Tout l'art du cinéma, un cycle de films d'auteur et de films restaurés. À l'affiche, A Man, un long métrage japonais sorti il y a 2 ans dont une partie de l'intrigue est dévoilée par Vincent Vatrican. Le directeur de l'Institut audiovisuel est aux côtés de Fabien Bonilla. Voyez leur entretien. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on parle d'un film japonais très récent, qui est sorti en 2022, même en 2024 en France, je crois. A Man. Quelle est l'histoire ? Alors, pour tout vous avouer, je ne connaissais pas ce film il y a 6 mois. D'accord. C'est Jacques Kermabon, mon complice de la programmation, qui m'a soufflé son titre. Je l'ai découvert grâce à lui et en effet le film s'est imposé au vu de la thématique retenue cette année, la traversée des apparences. On est en plein dedans là. On est en plein dedans. Donc c'est l'histoire assez simple au départ d'une jeune femme divorcée qui va se remarier avec un homme lequel va disparaître brutalement, enfin, suite à un accident, et elle va découvrir que l'homme avec qui elle vivait n'est pas l'homme qu'elle croyait. Le nouveau ou l'ancien ? Non, le second. Le second. Quelqu'un qui a usurpé une identité pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc c'est le point de départ du film, qu'on peut dire être un film policier, puisqu'évidemment l'attention du spectateur suit celle d'un enquêteur proche de la famille qui va essayer de remonter le fil de cette personne, de cette identité. C'est un film sur la quête et la disparition de l'identité, qui est un thème très fort au Japon. Voilà, donc le film cadre tout à fait à la thématique de l'année. Et donc l'actrice qui devait se marier ou qui s'est mariée avec quelqu'un qu'elle ne connaissait finalement pas, qui est ce personnage, de ce que l'on peut en dire alors finalement ? Ah ben, très vite se posent des questions, j'allais dire, très
très simple, très basique. Elle porte un nom qu'elle ne peut donc plus porter puisque... il n'était pas vraiment ce personnage. Voilà, donc très vite il est qualifié de Monsieur X, cet usurpateur, donc décédé brutalement, et on va essayer de voir justement, l'inspecteur va essayer de retrouver qui portait véritablement le nom qu'il disait avoir. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce film, pour finir, au point de l'avoir voulu comme ça le programmer? Ben, je trouve c'est pas un premier film, mais en tout cas c'est le premier que je vois, tout à fait réussi et prometteur, dans une mise en scène extrêmement dépouillée, très en place, avec des acteurs tout à fait voilà, prenants, impliqués dans le film, que je recommande chaudement. Il n'est pas sorti sur les écrans à Monaco, donc c'est l'occasion de montrer aussi des films récents qui, sans quoi, ne viendraient pas jusqu'à nous. Allons voir donc justement Eumen. Merci Vincent. Merci Fabien. Quel temps fera-t-il demain? Pour le savoir, Marie Bonnet-Blanc nous a rejoint en studio. Bonsoir Marie. Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Eh bien, la semaine, elle commencera sous le soleil. Et oui, demain, le ciel, il sera dégagé. Les températures de leur côté, elles seront douces avec 10 degrés dans la matinée. Et puis dans l'après-midi, il fera jusqu'à 15 degrés. Demain, on souhaitera une très bonne fête à toutes les Vivianes. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez à la présentation Fabien Bonilla. Et qui dit lundi, dit sortie d'un nouveau podcast Monaco Info. Et oui, c'est cadeau pour bien démarrer la semaine. Geneviève Berthy a convié Armel Roudot-Lafont pour détailler ses missions de directeur des affaires maritimes de Monaco et notamment son implication dans le projet d'extension en mer Mare Terra. Me concernant, j'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. D'ici là, excellente soirée.